Bonjour tout le monde. Alors, on va parler d'un process un petit peu particulier aujourd'hui avec Christophe. C'est l'ouverture du capital. Mais d'abord, mais qui es-tu, Christophe? Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, je suis Christophe Thézenas du Moncel. Depuis 4 ans, j'accompagne mes clients pour des opérations capitalistiques, que ce soit, des cessions ou justement des levées de fonds, des ouvertures de capital, et je fais cela après avoir eu un parcours, industriel, pendant plus de 30 ans et avoir créé moi-même 2 startups et donc avoir vécu les problématiques dont on va parler aujourd'hui. Alors, justement, j'ai un cas qui est tout frais. Alors là, on enregistre en période canicule. Je sais pas s'il est si frais que ça, mais en tout cas, je devais analyser les process, d'un client pour lui permettre de passer au niveau supérieur. Donc il a fait quelque chose, d'assez remarquable. Et en quelques années, il est passé de 0 à 3,5 millions de chiffre d'affaires, ce qui est assez remarquable, et d'autant plus qu'il est toujours à 100 du capital. Mais à un moment, là, il veut attaquer d'autres pays. Il a commencé à attaquer la Pologne. Là, il est en train de développer sur l'Inde. Et donc, que ce soit en termes d'argent ou de compétences sur place ou sur tel ou tel sujet, il va plus pouvoir aller seul. À quel moment on ouvre le capital? À quel moment c'est plus intelligent d'y aller seul en bootstrap ou d'ouvrir le capital? En fait, on peut y aller, on peut ouvrir son capital, quand on veut. C'est Il n'y a pas de moment, heu, précis. Ça, par contre, tu es un spécialiste, des processus et moi, en tant qu'ex-industriel, j'étais aussi un spécialiste des processus et ben, l'ouverture du capital doit répondre à un processus de pensée, un processus de croissance et à un moment donné, dans le cas de ton client, un processus de croissance et à un moment donné, ton client se rend compte qu'il a beau avoir, passé de 0 à 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça suffit plus, enfin sa croissance interne ne suffit plus à financer ses prochaines étapes et il a besoin de ce que les investisseurs appellent accélérer. Oui, Donc c'est ça. accélérer commercialement, accélérer de façon industrielle et cetera. En tout cas, il faut accélérer et le rythme de croissance de sa société ne lui permet pas d'accélérer à la vitesse à laquelle il souhaiterait aller. Donc là, bien sûr, la 1re chose à faire, c'est de chercher, des fonds qui ne soient pas dilutifs. Le non dilutif, c'est le crédit bancaire, c'est la subvention, ce sont des aides comme ça. S'il n'est pas en capacité de le faire ou s'il a épuisé sa capacité d'endettement, il faut faire attention à ne pas surendetter sa société. S'il a épuisé sa capacité d'endettement et si, il n'a pas très envie de partir dans des processus de montage de dossiers, pour BPI ou pour, l'ADEME ou pour, toutes ces institutions qui peuvent fournir des subventions. Alors effectivement, la partie, d'ouverture du capital, donc le dilutif devient, la solution qui se qui s'impose. Hem et évidemment, dans ce cas-là, et ben, on va devoir céder une partie du capital. Donc on était à 100, on sera plus à 100. Cependant, puisque je devine un peu les questions qui sous-tendent ce ta ton propre exemple, c'est on arrive dans une situation, on est entrepreneur, on est vraiment maître chez soi, on ne doit rien à personne, Mmh. et d'un seul coup, on se dit: «Ben, je vais faire entrer un investisseur, il va me poser des questions, il va prendre une part de capital, il va falloir que je lui fasse des reporting» et cetera. Oui, effectivement, c'est entre guillemets «le prix à payer» pour avoir les fonds dont on a besoin pour accélérer. Si on n'a pas envie d'accélérer, si on n'a pas envie d'ouvrir son capital et de partager effectivement la gestion de l'entreprise, ben, on croît à la vitesse à laquelle on peut croître. Si Mmh. on est prêt à faire un pas vers un nouvel associé, alors dans ce cas-là, eh ben, on accepte de payer le prix du reporting ou du partage. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça se négocie et que c'est pas parce qu'on fait entrer quelqu'un dans la société qu'on perd le contrôle. Donc, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite ou si qu'on détaille tout de suite ce qu'on peut faire, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est un processus. Il y a donc des données de sortie. La donnée de sortie, c'est l'entrée d'un nouvel investisseur au capital, mais il y a des données d'entrée et on peut travailler sur les données d'entrée du processus. Justement, je voulais te poser la question, quelles sont les précautions à prendre dans ces cas-là? Parce que les besoins, on les voit, hein, ça peut être une question d'argent, hein, de capital, ça peut être aussi des questions de compétences parce que, par exemple, là, je pense à ce client qui veut s'ouvrir sur les États-Unis.
là, je parlais de l'Inde aussi et c'est des marchés particuliers, donc tu es obligé de t'appuyer sur, des personnes qui maîtrisent, techniquement, ces choses-là. Donc, justement, quelles précautions, et en plus dans des cas comme ça où c'est des pays lointains avec des cultures quand même très, très différentes, on reste pas au sein du même pays ou de l'Europe. Qu'est-ce qu'on prend comme précaution? D'un point de vue capitalistique, les précautions sont les mêmes, quel que soit, ce qu'on va faire de l'argent, en fait. Heu, une fois que l'argent que les banquiers et les investisseurs appellent l'argent frais est rentré sur le compte de l'entreprise, il est utilisable par celui qui maîtrise les cotons de la bourse comme il veut. Mmh. C'est d'ailleurs un des problèmes des investisseurs parce qu'ils se disent: «À quoi est-ce qu'il va utiliser mon argent?» Mais et donc on rentre c'est bien ça, on rentre dans un processus de négociation au sens noble du terme, c'est-à-dire j'ai un besoin parce que j'ai une ambition et d'un côté et de l'autre côté, j'ai des fonds, je cherche des gens qui ont un besoin et une ambition et mettons-nous d'accord. Et donc, à partir du moment où on est, donc la première précaution à prendre, c'est vraiment de travailler ça comme un processus. Je veux arriver à tel endroit et donc pour y arriver, j'ai certaines étapes. Donc ce qui est important, c'est de savoir exactement ce qu'on veut faire avec cet argent. Donc avoir une vision extrêmement claire. Ce qu'on aime bien dire nous chez Rainmakers, dans le cabinet dans lequel je travaille, c'est Heu, on doit avoir un projet CIA, donc avec de la crédibilité, de l'intelligibilité et de l'attraction, de l'ambition. Il faut que ça, parce que c'est assez sympa, enfin «assez sympa» entre guillemets, l'entrepreneur dit: «Oui, je fais 3,5 millions de chiffre d'affaires, je suis attractif, je suis en réussite». Peut-être et pas forcément avec tout le monde. Oui. Donc il s'imagine qu'il va trouver facilement de l'argent. Mais peut-être, peut-être pas. Et la réalité, c'est que quand on rentre dans ce processus d'ouverture de capital, il faut accepter de se mettre dans une en fait, on va faire une vente complexe. On va Oui. vendre son ambition, son entreprise, son parcours, hem, ses points forts. On va travailler sur on va essayer pas de masquer, mais de minimiser l'impact des points faibles, ou au contraire, aller chercher de l'argent pour combler les points faibles. Donc c'est quelque chose qui est on est vraiment sur une vente complexe. Et pourquoi est-ce qu'elle est complexe? Parce que aussi se rajoute toujours, un affect très fort, qui est lié à: «Je vais perdre le contrôle, je vais devoir Mmh rendre des mh. comptes» et cetera. Et en réalité, il existe des outils juridiques et qui marchent très, très bien et qui permettent de limiter le l'impression ou de limiter la dépossession, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit ressentie, de celui qui, ouvre son capital. Et sachant qu'en plus c'est, enfin, je pensais au cas particulier des startups où on met des fonds, mais ça sera même pas forcément utilisé parce qu'on se cherche. Quand c'est une entreprise déjà établie, c'est différent, où il y a déjà une stabilité, une roadmap, Mmh. mais les fonds seront peut-être même pas utilisés de la manière dont on le prévoit, quoi. Ça, c'est très important ce que tu dis. Dans le cas d'une start-up, on fait venir des financeurs, on leur dit: «Venez partager notre ambition», mais il est pas impossible que pendant la période pendant laquelle les investisseurs vont rester au capital, on fasse ce qu'on appelle des pivots, c'est-à-dire Ouais. qu'on change en fait le produit, qu'on change l'orientation de la société parce qu'on s'aperçoit que le marché est pas là, ou il y a une grosse difficulté technique, ceci, cela. Dans le cas, de ton client qui est passé de 0 à 3,5 millions et qui veut accélérer aux États-Unis, justement sur le second cas, une PME qui est stable, qui est visiblement en bonne santé financière, et donc les investisseurs qui vont rentrer sont pas du tout les mêmes que ceux qui rentreront dans une start-up, parce qu'on est dans le cas d'un développement du capital pour faire du développement, ce qu'on appelle le cap dev. Alors que pour une start-up, on est dans du capital pour partir à l'aventure, c'est-à-dire, ce qu'on appelle le venture capital, et c'est Mmh pas les mh. mêmes investisseurs. Et par exemple, dans le processus d'ouverture du capital pour ton client, qui veut partir aux États-Unis, on va pas, aller chercher les mêmes personnes. Donc il faut identifier. Oui. En fait, il faut se mettre à la place de celui qui va ou de l'investisseur qui va rentrer et dire: «Qu'est-ce qu'il veut trouver?» Et si on et tel il y a un investisseur qui va vouloir trouver beaucoup d'innovation, pas mal de risques, ça c'est celui des startups. Il y en a un autre qui va vouloir trouver au contraire une trajectoire établie et qui va en fait pouvoir se dire: «Je vais pouvoir mesurer le progrès, de l'entreprise dans laquelle je rentre et je sais à peu près comment je vais gérer cette ligne de participation». Mais et donc c'est 2 types d'investisseurs, 2 types de fonds d'investissement différents. Et pour aller plus loin tout de suite et pour essayer de rassurer aussi, ceux qui pensent ouvrir leur capital, oui effectivement il y a
il y a de leur part l'obligation d'avoir une opération en transparence, c'est clair. Il va falloir qu'ils disent beaucoup de choses et qu'ils ouvrent leurs livres, mais pas seulement comptables. Il va falloir probablement que ils partagent, pardon, un contrat commercial type, ou qu'ils partagent, beaucoup d'informations, assez sensibles au cours de l'instruction du dossier, au cours du processus. Mais en même temps, tout se fait sous confidentialité totale. Ça, c'est très important, et ceux qui vont rentrer, les investisseurs, ont absolument aucun intérêt à divulguer quoi que ce soit, parce que ça veut dire, dans ce cas-là, que leur réputation va tomber d'un seul coup, ils auront plus de bons dossiers. Et ensuite, quand viendra le moment d'imaginer la nouvelle gouvernance, parce qu'effectivement, il faudra changer un peu la gouvernance, le mmh, on peut par un document qui s'appelle tout simplement, un pacte d'associés, limiter, enfin, faire en sorte que l'entrepreneur qui ouvre son capital garde l'intégralité, enfin énormément de pouvoir. Pas forcément l'intégralité des pouvoirs, les investisseurs vont demander aussi des droits de veto pour certaines décisions, mais typiquement, on va travailler sur les limites d'investissement, sur la capacité à engager, des fonds, ce genre de choses. Et ça, c'est, heu, c'est une partie de négociation, et ça fait partie intégrante de la négociation. Mmh Donc mh, mmh. oui, le capital va être ouvert, quelqu'un d'autre va rentrer au capital, et on aura des boards, on aura des AG où on ne sera pas tout seul. Mais en même temps, bah, ceux qui vont rentrer n'auront pas tous les droits. Heu, Ils ne pourront pas se mettre en travers de certaines décisions. Voilà, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on voit souvent, c'est: «Ah oui, je vais faire rentrer des investisseurs, ils vont me donner de l'argent, puis ils vont rester là assis sur leurs mains, sur leurs chaises, et puis c'est moi qui vais tout faire». Oui, c'est vrai. Sauf qu'on peut négocier aussi la sortie, et que si, les investisseurs qui rentrent font une grosse plus-value, on peut négocier qu'une partie de cette plus-value soit redistribuée, soit rendue au fondateur qui, lui, a créé la valeur de la société par son travail quotidien avec ses équipes. Donc finalement, heu, ouvrir son capital peut être la bonne solution, mais surtout ce qui est très important, c'est qu'il faut vraiment faire entrer voir ça comme un processus. C'est pas juste, bah, tu connais des gens, machin, et c'est bon, on se rencontre, on déjeune ensemble, et puis c'est bon, tu me verses, X centaines de milliers ou X millions d'euros. Non, c'est vraiment, il faut vraiment préparer ça. C'est un vrai processus, c'est une vente complexe, c'est une vente qui fait appel à plutôt à des avocats, à des experts comptables, et puis à des gens comme nous pouvons accompagner, justement ce type d'opération capitalistique. Oui, puis dans toute cette préparation, ces précautions que tu parlais, il va y avoir des investisseurs où ça va être juste financier, bah, j'apporte de l'argent frais, mais il peut y avoir aussi, bah, plus des partenariats stratégiques où on s'allie, c'est pas juste j'apporte de l'argent, mais ça fait sens de se mettre et de travailler ensemble, quoi. Et là, c'est pas la même discussion du tout, quoi, d'ouverture de Alors ça, capital. c'est quelque chose de très, très important. Les investisseurs purement financiers vont effectivement mettre de l'argent au capital, et puis ils vont exiger un reporting, et puis si jamais ça se passe mal, bah, ça se passe mal. Puis il y a ceux qui, au contraire, vont partir à la fois dans un partenariat financier et aussi un partenariat opérationnel, avec éventuellement une ouverture de réseau ou la mise à disposition de certaines Mmh. ressources. Et là où ils vont pa ré ceux-là vont réellement partager le risque. Si ça se passe mal, bah, ils seront à côté, ils seront ensemble avec l'entrepreneur qui a ouvert son capital pour aller chercher des solutions. Donc, mais par contre, ils peuvent exiger aussi, en contrepartie, de au niveau de la prise de décision, au niveau du partage de la valeur, qui seront différentes. Un investisseur purement financier, i alors i 100 purement financier, ça existe pas, mais en réalité, il y en a qui feront quand même très majoritairement financier. Ils vont avoir en tête la création de valeur, le multiple. J'ai mis 1 million, je veux ressortir avec 5 millions dans X années, donc mon ROI, et quels sont les KPI, les Key Performance Indicators, que je dois suivre, que je dois mettre en place et que je dois suivre pour voir que je suis sur la bonne trajectoire. Très bien. On peut on peut, ce sont des investisseurs là qui vont pas beaucoup aider, mais qui normalement n'ont pas beaucoup non plus de pouvoir dans la gestion de l'entreprise. À contrario, ceux qui seront impliqués, par exemple, qui apportent un réseau commercial éventuellement. Mmh On mh. pourrait imaginer, pour le client qui veut aller aux États-Unis, qu'il trouve, un investisseur français qui ait aussi un pied aux États-Unis, et qui lui permette, qui investisse en France, mais qui lui ouvre des portes aux États-Unis de ses partenaires américains, qui eux, lui permettent de rencontrer éventuellement, des gens qui vont se charger
de la distribution qui peuvent, mettre en contact avec des profils extrêmement intéressants, voilà. Et ça, on n'est plus dans le même type d'investisseur, on est dans un investisseur à la fois financier et opérationnel et on est plus dans un partenariat. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, c'est pas du tout la même discussion, enfin, il y a pas seulement du financier, quoi. C'est comment on va travailler ensemble, quoi. Et l Et on le trouve particulièrement, on a des profils qui sont particulièrement entrepreneurs chez les investisseurs, en particulier dans les family office ou les business angels. mmh mh. Après, de business angel, là, on aborde un autre sujet, c'est-à-dire que les business angels, en général, ils ont un truc très entrepreneurial, mais ils ont pas des poches aussi profondes que les investisseurs financiers, Mmh. que les fonds d'investissement purement financiers. Donc en fonction du besoin de ton client, on va voir à qui on s'adresse. S'il a besoin de 300, 400, 500 000 €, il y aura pas tellement de fonds financiers qui vont venir, c'est plutôt des business angels. S'il a besoin de plusieurs millions, c'est plus trop des business angels, c'est plutôt des fonds financiers. Et donc c'est aussi en fonction du dossier, à monter qui va montrer de combien on a besoin pour réaliser l'ambition, qu'on va déterminer quel type d'investisseur on va aller voir. Donc Mmh. c'est pas on parle d'abord des investisseurs puis on voit, non. C'est on monte son dossier en fonction de ce qu'on veut faire et ensuite, en fonction du dossier, on va aller voir les investisseurs qui sont susceptibles d'être intéressés par ce dossier. C'est pour ça que c'est une vente complexe, mais c'est un processus Ouais, de ouais, ouais. vente. Il faut bâtir l'offre en premier. Pour récapituler, en fait, tout ce qu'on s'est dit, parce que c'était assez riche, entre le je veux bien que tu nous récapitules entre ce qui est du bootstrap, hein, à quel moment c'est plus approprié du bootstrap, faire de l'emprunt bancaire, parce que ça peut permettre de faire de la croissance, également, Mmh. et à quel moment on fait rentrer des personnes physiques ou morales au capital. Est-ce que tu pourrais nous récapituler, un petit peu tout ça? Le meilleur argent, c'est l'argent du client. Bon, et clairement, quand on crée une société et qu'on est capable d'avoir des clients rapidement, qui payent bien, c'est toujours pareil, et de multiplier le nombre de clients, c'est ce qu'on appelle du bootstrap. Mmh mh. Ça c'est la meilleure façon de démarrer. Il y a certains secteurs d'activité dans lesquels ça peut se faire. Il y a des secteurs d'activité dans lesquels ça ne se fait jamais, en particulier la santé. Parce qu'on a besoin d'aller chercher d'abord des certifications avant de pouvoir vendre. Donc on est déjà en train de dépenser énormément d'argent avant de pouvoir Mmh. vendre, enfin récupérer facturer le premier euro de chiffre d'affaires. Mais par contre, il y a d'autres secteurs dans lesquels on peut, attirer des clients beaucoup plus rapidement et commencer effectivement à travailler comme ça. Et d'ailleurs, même si on a un produit qui nécessite une offre qui nécessite une certification, on peut essayer de voir si on peut développer des offres parallèles qui, elles, ne nécessitent pas de certification et qui peuvent faire entrer de l'argent pour financer le projet central. Ça, c'est le bootstrap, c'est là avec l'argent des clients. S Aider également par, de l'argent non dilutif, c'est-à-dire de l'emprunt bancaire, de la subvention, de l'aide et cetera. Et on a en France la BPI, la banque publique d'investissement qui est un système qui nous est envié par le monde entier, qui a certainement des défauts, mais qui a en tout cas le grand avantage d'exister et d'être une très belle boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, on peut certainement trouver un outil adapté à la situation. Il faut donc, se mettre en rapport avec la BPI de son coin, les conseillers, BPI de là où on est, pour être guidé. C'est de l'argent qui peut venir sous forme de subventions. Alors, les subventions, c'est toujours difficile à avoir parce que il y a des appels à projets, il y a des appels à manifestation d'intérêt, il faut monter des dossiers. Très clairement, on ne peut pas le faire sur n'importe quel secteur d'activité. Il faut être dans un des secteurs d'activité identifiés comme étant de croissance, d'importance stratégique. Dedans, mais bien sûr, vous avez la transition écologique, vous avez la santé, vous avez, tout ce qui concerne, les technologies, l'IA ou ce genre de choses. Vous avez les nouvelles mobilités, ce genre de choses. Il y a quelques thèmes comme ça qui reçoivent de toute façon, heu, Mmh. la bienveillance des pouvoirs publics et des financeurs publics. Mais il faut monter des dossiers. Ensuite, même si vous avez la sub, elle est assez souvent attachée à un niveau de fonds propres, 2 au fait que, elle financera jamais 100 du dossier. Donc il faudra de toute façon, soit que vous ayez la trésorerie en interne pour financer l'autre partie, soit justement que vous alliez chercher de l'argent à l'extérieur pour financer ce qui n'est pas financé par la subvention. Et les subventions sont très suivies, c'est-à-dire que c'est pas juste on l'a et puis après on fait ce qu'on veut. Non, il faut après faire du reporting aussi. L'emprunt bancaire, on a 2 types d'emprunts bancaires. Il y a l'emprunt bancaire BPI, qui est en fait des avances remboursables ou des prêts, et qui sont assez intéressants parce qu'il y a toujours enfin, il y a très souvent un différé de remboursement
et en 1re chose. Seconde chose, c'est fait sans garantie. La BPI ne prend aucune garantie sur les dirigeants et aucune garantie sur l'entreprise. Pas de nantissement de parts et cetera. Donc c'est par contre, c'est un peu cher. Donc il faut voir comment on s'organise et puis, il y a le prêt BPI, le prêt bancaire BPI entraîne souvent les banques classiques, à prêter aussi parce qu'elles peuvent se contre-garantir auprès de BPI. Mmh mh. Donc on peut faire des bras de levier en fonction de ce qu'on arrive à lever, mais la constante, c'est qu'à un moment donné, il faut que vous ayez des fonds propres qui soient à peu près à la même hauteur que ce que vous demandez ou qui soient au moins à 50 de ce que vous demandez. Donc de toute façon, si vous n'avez pas ces fonds propres, que vous les ayez par votre activité normale de vente et de croissance en bootstrap, c'est très bien, ou que vous les ayez par une levée de fonds, il va falloir que vous ayez ces fonds propres et donc très souvent, la levée de fonds vient quand on a épuisé toutes les autres solutions et qu'on ne veut pas réduire l'ambition, on ne veut pas ralentir. On est sur une belle perspective, une belle inertie, un momentum très positif. Donc, on veut y aller parce que ça fait partie du développement, et à ce moment-là, la levée de fonds, enfin, devient la solution. Mais si vous voulez vraiment pas faire de levée de fonds, il faut accepter le fait que, bah, vous allez croître moins vite, vous n'atteindrez pas et que vous n'atteindrez pas forcément vos objectifs. En fait, c'est toujours une décision, à faire, les Américains appellent ça un trade-off, hein. Donc on a vraiment une négociation à faire avec soi-même d'abord, Mmh. pour savoir si on est d'accord pour ralentir son ambition ou si on ne veut pas ralentir son ambition et dans ce cas-là, bah, il faut aller chercher les fonds là où ils sont. Est-ce que j'ai répondu à peu près à la question? Complètement, oui, oui, oui. Bah, merci Christophe, de toute façon, on va se retrouver, on aura pas mal, d'autres sujets, on reparlera de tout ça. Une dernière question sur le monde merveilleux d'internet, on te retrouve où? On me retrouve sur LinkedIn bien sûr. Mmh mh. J'ai un compte LinkedIn Christophe, Tézenas Dumoncel ou alors sur, le site internet de Rainmakers and Partners, Rainmakers, ça s'écrit, en anglais comme ça se prononce, and Partners, notre société est à Grenoble. Bah, merci beaucoup Christophe et puis, bah, du coup, à très bientôt alors. Très bien, à bientôt.